Et si tout sous était le point de rapprochement entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro? La question revient avec insistance ce soir, 48 heures après la visite des émissaires de Laurent Gbagbo présents le 13 mars dernier au domicile de Koné Kamaraté Souleymane dit Soussou. La délégation du PPACI est allée témoigner son soutien et son réconfort aux proches de Guillaume Kigba-Foris Soro à la suite de sa sortie de prison. Cette visite qui intervient quelques jours seulement après l'officialisation de la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025 peut-elle aplanir les sentiers d'un rapprochement entre l'ancien président de la Côte d'Ivoire et Guillaume Soro qui a récemment mis fin à son exil? Si oui, sous quelles conditions? Élément de réponse à suivre dans un très court instant. Et puis en deuxième partie, actualité oblige, nous irons du côté de la Russie où les électeurs sont appelés aux urnes ce vendredi 15 mars 2024 et ce jusqu'au dimanche 17 mars pour le premier scrutin présidentiel depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Une élection qui se tient dans un contexte géopolitique mondial particulier. Le bloc occidental ayant bien sûr un regard très attentif à l'évolution de la situation avec le déploiement de plusieurs observateurs africains. Se dirige-t-on vers une réélection du président sortant Vladimir Poutine aux côtés bien sûr de 3 autres candidats? Pour quelles réelles implications sur le plan géopolitique? Voilà, mesdames, messieurs, les principales interrogations sur lesquelles nous revenons clairement ce soir aux côtés, bien sûr, de nos envoyés spéciaux présents du côté de Moscou ou encore de Kherson pour couvrir, bien sûr, cette présidentielle en Russie. Bonsoir à tous et bienvenue. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. C'est votre émission de Point sur l'actualité qui démarre à l'instant. La dernière édition de cette semaine, édition du 15 mars 2024, avec bien sûr 2 destinations. Côte d'Ivoire, se dirige-t-on vers un rapprochement entre l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien président de l'Assemblée nationale, par ailleurs ancien Premier ministre. Il s'agit bien sûr de Guillaume Kigba-Foris Soro. La question, nous revenons bien sûr sur cette dernière, quelques heures seulement après la visite des émissaires du PPACI au domicile bien sûr de Koné Kamaraté Souleymane dit Soussou. Nous en parlons ce soir. Et puis en deuxième partie, nous aurons du côté de la Russie où se tient la présidentielle. Une présidentielle démarrée donc ce 15 mars 2024 avec tous les bureaux de vote ouverts de Moscou à Kherson. Nous retrouverons sur place des envoyés spéciaux de For You Media Africa. Quelle est l'ambiance du côté de Moscou, ou du moins, et quelles seraient les implications d'une réélection du président russe Vladimir Poutine à la tête de la Russie, lui qui est bien sûr un ballottage clairement favorable aux côtés bien sûr de 3 autres candidats. Ceci aux côtés de nos invités. Henri Atangana réagit en direct de Bruxelles ce soir une fois de plus. Bonsoir à vous Henri Atangana et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravi, comme toujours, d'être invité à cette messe panafricaine pour laquelle nos sacrifices individuels et collectifs mettront peut-être fin au néocolonialisme. Je suis ravi d'être invité, je suis ravi de retrouver les invités que vous allez présenter. Je suis ravi de retrouver les téléspectateurs qui nous font de plus en plus confiance et qui réagissent positivement à nos interventions. Je dis bonsoir à toute la réalité panafricaine, à tous les téléspectateurs et tous les invités. Merci. Merci à vous, Henri Atangana, aux côtés bien sûr de Patient Parfendum, homme politique, consultant permanent de cette émission de Point sur l'actualité. Merci à vous pour cette nouvelle invitation. Acceptez, Patient Parfendum. Bonsoir, Baudelaire Nguene, bonsoir. Prince de ma tombe. Bonsoir à mon frère et ami Henri Atangana depuis Bruxelles. C'est toujours un plaisir de l'avoir comme sparring partner sur ce plateau de la joute oratoire africaine, mais aussi surtout de ce que nous pouvons produire comme analyse par rapport aux thématiques que vous nous soumettez au quotidien. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, des centaines de millions de téléspectateurs déjà
au niveau de ce que nous avons, n'est-ce pas, répertorié, mais surtout aussi les téléauditeurs à partir de nos postes radio qui sont très très heureux de nous écouter. Sitôt sorti de votre studio, ils m'assaillent de leur coup de fil pour nous dire merci pour l'effort constant que nous produisons pour continuer d'entretenir cette flamme. À nos voyants techniciens, une fois de plus, merci et merci pour cette invitation. Je vous en prie, messieurs. Voilà donc le décor qui est planté. Je rappelle que nous serons rejoints dans un très court instant par Okosisi Baba Nicolo, qui serait également des nôtres pour mieux appréhender bien sûr la thématique autour de cette visite de la délégation du PPACI au domicile de Koné Kamaraté Souleymane. Le porte-parole du parti a pris la parole, revenant bien sûr sur les principales motivations, mais surtout sur la volonté de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, à voir Guillaume Soro rentrer du côté de la Côte d'Ivoire pour rendre effectif le processus de réconciliation. Écoutons-le dans cet extrait que nous avons sélectionné pour vous. Nous sommes ici ce mercredi sur instruction ferme et solennelle du président Laurent Gbagbo. Il nous a instruit de venir saluer d'abord son fils, Souleymane Kamaraté, qui est mon petit frère, de Kachola, et s'enquérir de son état de santé. Parce que d'où il vient, lui, il a déjà fait plusieurs fois. Donc, il sait que ce n'est pas une vie facile. Et quand la personne vient comme ça, il est important de savoir quel est son état de santé. Il a souhaité qu'on vienne saluer et pour s'enquérir de l'état de santé. Et ensuite lui dire que dans tous les cas de figure, lui, Gbagbo, qui est son père, de rassurer qu'il a toujours prié pour lui et qu'il a souhaité et il a toujours demandé, à chaque fois qu'il a eu l'opportunité, l'élargissement de tous les prisonniers. Et nous le disons, je peux le dire, je suis témoin, le 14 juillet 2022, nous étions au palais présidentiel, c'est lui et le DIRCAP et moi qui avons accompagné le président Laurent Gbagbo. Et l'une de ses revendications, qu'on peut appeler comme ça, quand il a rencontré le président de la République, la première des choses qu'il a demandé, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes en prison. Et que, en ce qui concerne le cas du président Soro Guillaume, c'est quand même gênant pour un pays que l'ancien premier ministre de ce pays, ancien président de l'Assemblée, soit en train d'errer de pays en pays. Ce n'est pas un honneur pour notre pays. Ce n'est pas un honneur pour notre pays. Donc il s'est réjoui que c'est peut-être un peu tard, mais comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, que finalement ces cris aient été entendus et que, en tout cas partiellement, et que Soultoussou et un certain nombre de personnes ont pu retrouver la liberté. Il est heureux parce que c'est un pas important vers la réconciliation et il continue toujours de plaider pour les autres qui sont en prison et il continue toujours de plaider pour le retour du Premier ministre Soro Guillaume en Côte d'Ivoire parce que c'est un acteur politique important. Henri Atangana, l'ancien président Laurent Gbagbo qui continue de plaider pour que Guillaume Soro revienne en Côte d'Ivoire, qui continue de plaider pour que le processus de réconciliation soit clairement effectif aujourd'hui. Que pensez-vous justement de cette démarche? Car pour le PPACI, c'est regrettable pour la Côte d'Ivoire de voir justement un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale comme Guillaume Kigbafori Soro errer aujourd'hui de pays en pays. Et quelle est l'appréciation que vous faites de cette démarche du PPACI? Oui, c'est un peu logique en même temps. C'est à son avantage du point de vue purement politique, du point de vue, j'ai pas dit du point de vue politicien, mais le mot serait malvenu. En réalité, ils ont un peu la même posture, même s'ils sont placés différemment, ils ont des postures qui sont semblables. Et le fait de mettre la pression pour faire venir Soro
c'est un peu parallèle au fait de la pression qu'il met pour qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle. Nous en avons parlé la semaine passée. Donc, ce sont des démarches parallèles qui vont dans le même sens, qui mettent la pression sur M. Ouattara de non seulement faire revenir Guillaume Soro, mais en plus lui donner la possibilité d'être un acteur de l'élection présidentielle, mais en plus donner à Laurent Gbagbo la possibilité d'être un acteur de l'élection présidentielle. C'est clair que c'est dans son sens. Allez, ça lui donne une autre envergure à M. Gbagbo et ça met la pression à M. Ouattara. C'est clair que sa démarche est dans ce sens-là. C'est un fin politicien. Et ça lui permet de maximiser sur ses intentions. Parce que là, M. Ouattara sera sur une double pression. La pression Soro et la pression Ouattara, qui sont deux personnages qui ont un poids électoral dans le pays, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait des choses contre eux ou pas. C'est clair que c'est très important pour M. Gbagbo. Donc, c'est un peu normal qu'il fasse la démarche. Je crois d'ailleurs que la démarche officielle, là, c'est une démarche officielle. Enfin, politicien, la démarche qu'on nous présente, c'est la démarche, c'est le point de vue officiel. Il y a certainement eu des tractations officieuses en dessous dont on ne nous parle pas. Et ce qu'on voit là, c'est cream on the cake, c'est-à-dire c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est sûr qu'il y a eu des tractations, et il y a même des tractations et des conventions secrètes entre eux. Et là, c'est la partie qu'on nous montre. Ce sont de fins politiciens. De tractation certainement souterraine aujourd'hui, mais on connaît Henri Atangana, la façon dont les deux personnalités se sont pratiquement quittées en 2010, voire 2011. Ce n'était pas en odeur de sainteté, avec notamment Guillaume Soro qui avait basculé dans le camp de l'autre. Vous savez dans quelles conditions on s'est séparés. Est-ce qu'un rapprochement aujourd'hui, compte tenu justement de tous ces éléments, est-ce qu'un rapprochement est-il réellement possible dans ce contexte? Mais c'est la real politique, comme on dit, ou les Français appellent ça la réelle politique. Enfin, ça vient de l'anglais real politique. La politique réelle, c'est à leurs avantages, tous les deux, de se remettre ensemble. Et en fin politicien, je n'ai pas utilisé le mot fin politicien au hasard. En fin politicien, ils vont saisir cette occasion pour se remettre ensemble parce qu'ils ont actuellement la même cible. J'ai failli dire le même ennemi, mais je préfère utiliser la même cible. Non, ils n'ont pas le choix. C'est ça la politique. Ils sont tous deux assez fins pour savoir que ça va dans leurs intérêts à tous les deux. Ils ont le même ennemi, ils ont la même cible. Non, ça, ils ne vont pas lésiner sur ça. Ça, c'est des détails. Oui. C'est des détails par rapport aux enjeux. Voilà. Merci à vous, Henri Atangana, pour ce premier jet. Nous retrouvons rapidement Oko Sisi Baba Nicolo qui nous a rejoints. C'est un plaisir de vous avoir également ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous et bienvenue. Nous reprenons à chaud mon très cher Oko Sisi Baba Nicolo. Aujourd'hui, le PPACI semble vouloir négocier pour un retour de Guillaume Kigbafori Soro qui a récemment mis fin à son exil. On a écouté les propos, entre autres, de Katinan tout à l'heure. Il nous disait qu'il est inconcevable, voire inimaginable, impensable que l'ancien président de l'Assemblée nationale soit en train d'errer de pays en pays, mais qu'il ne puisse pas revenir, ou du moins rentrer en Côte d'Ivoire. Il faudrait absolument qu'il rentre pour que le processus de réconciliation soit donc clairement effectif. Est-ce que vous partagez dans un premier temps ce point de vue? Y a-t-il réellement nécessité de parler d'un rapprochement entre Laurent Gbagbo et Guillaume Kigbafori Soro, compte tenu, bien sûr, des événements passés? On parle, bien sûr, de la crise post-électorale de 2010-2011. On se souvient que Guillaume Soro avait, par exemple, fait et cause pour le président Alassane Dramane Ouattara, le grand rival de Laurent Gbagbo, l'ex-chef rebelle, entre autres, avait salué l'arrestation de Laurent Gbagbo qui avait par la suite été transféré, voire déporté du côté de la Haye.
Alors, d'abord, merci. Merci, je veux faire la civilité à mes copanélistes que j'ai trouvés sur le plateau. Oui. Au journaliste Henri Atagana, que j'ai eu l'occasion d'avoir ce plateau, que je salue, parce que je respecte ses analyses et parce qu'il dit des trucs bien pour le panafricanisme. Je salue aussi, naturellement, ce que l'on appelle le Coro, parfait blanc, qui est là aussi. Oui. Et vous aussi également, frère Baudelaire, et votre équipe de Florio Média. Voilà. Alors, la thématique qui est posée, je salue d'abord l'initiative, parce que ça va nous permettre aussi d'accompagner dans cette soft power de communication les Africains pour qu'on puisse savoir où on va et décortiquer, enlever le vrai de l'ivraie. Alors, de quoi il s'agit ici? Est-ce que le président Laurent Gbagbo semble ou négocierait le retour de Soro Guillaume? Non. Ce n'est pas un semblant et ce n'est pas une négociation. Dans la constitution ivoirienne, il est interdit de contraindre un citoyen ivoirien à l'exil. C'est constitutionnel, c'est légal. Et au-delà de cette légalité, dont le président Laurent Gbagbo s'est toujours présenté comme étant quelqu'un qui respecte les tests et qui marche selon les tests, il y a une fratrie, un lien de père à fils. Et vous l'avez entendu dans le jet dans la capsule que vous avez montrée tout à l'heure, le porte-parole du président Laurent Gbagbo, M. Kone Katima, a dit que le président Laurent Gbagbo nous a instruit de visiter son fils. Les mots ont leur importance, son fils. Quel rapport naturel un père pourrait avoir vers un fils qui est, comme lui-même l'a dit, c'est naturellement de demander son retour à la maison. Quel comportement un père, de façon sociale, de façon fraternelle, doit adopter face à un fils qui est égaré, qui est perdu? C'est naturellement d'entreprendre toutes les démarches, d'utiliser tous les couloirs, tout ce qu'il faut, légalement, politiquement, socialement, spirituellement. Et il a dit, Kone Katina a dit, de tous les cas, dans tous les cas de figure, il a dit à Soutousou, le président Laurent Gbagbo, dans tous les cas de figure, a toujours prié pour lui, c'est-à-dire pour Soutousou. On sait ce que Soutousou est en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de revenir dessus. Soutousou est le protocole de Soro Guillaume. Soutousou est l'ami de combat de Soro Guillaume depuis l'université. Soutousou a fait partie de la rébellion. Soutousou a même été jusqu'à se faire fabriquer un cercueil pour le présenter comme étant le cercueil dans lequel il mettrait le président Gbagbo pour aller l'enterrer. Mais le président Gbagbo, qui demande le retour de Soro Guillaume, ce qui est légal, qui est constitutionnel et qui est normal parce qu'ils ont un rapport de père en fils, et une visite à Soutousou qui fait jaser certains, qui est aussi un comportement d'humaniste, humain, et qui a un caractère politique. Parce que contrairement à ce que le terroriste Alassane Ouattara et son RDR présente de la dissolution du GPS de Soro Guillaume, c'est que du mirage, parce qu'en réalité, ce parti-là existe. La preuve, dans les visites qu'il y a eu chez Soutousou, il y a même eu un groupuscule de RDR qui se sont déplacés pour aller voir Soutousou. Soutousou représente aujourd'hui un membre important du parti de Soro Guillaume. Donc, comment on peut prétendre dissoudre un parti politique et puis se déplacer en tant que parti pour aller le voir? Au-delà de ça, est-ce qu'il y a semblant? Est-ce qu'il y a envie de rapprochement? Non, le président Gbagbo lui-même l'a dit. Pour ceux qui s'en rappellent ce plateau, il disait dans un discours qu'il demande que Soro Guillaume rentre. Pas que Soro Guillaume, tous les exilés. Il demande la libération des prisonniers politiques. Il souhaite que Soro Guillaume soit là, pas parce que Soro Guillaume manque à Gbagbo, mais parce que Soro Guillaume doit venir lui aussi vivre ce que les Ivoiriens vivent, parce qu'il a permis que cela soit. Il a dit ouvertement devant tout le monde. Depuis Belgique, quand le président Gbagbo prend la parole, il demande la décrispation de la politique. Donc, est-ce qu'il y a rapprochement, ou bien il y a envie, velléité des rapprochements, ou bien il y a semblant pour que ces deux-là se rapprochent? Non. Il y a juste une démarche naturelle d'un père à un fils, une démarche naturelle
d'un politique qui est collé sur la Constitution. Il y a juste une demande naturelle de ce que la Côte d'Ivoire, si elle doit réconcilier, doit naturellement mettre en avant tous les acteurs majeurs qui ont fracturé le pays. D'ailleurs, rappelez-vous pour shooter que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a été à la tête de la Côte d'Ivoire, la première action qu'il a posée, c'est de faire revenir Alassane Dramane Ouattara, qui était en exil, de faire revenir le président Ali Konan Bédié, qui était en exil, c'est de faire revenir de son village M. Guy Roubert et d'organiser un forum de réconciliation. Donc pour moi, ce n'est pas un semblant de rapprochement, c'est plutôt une démarche humaine, politique, sociale et une démarche nationale. Parce que la Constitution n'accepte pas qu'un Ivoirien soit en exil. Voilà ce que je voulais dire pour mon premier Merci geste. à vous, Okosisi Baba Nicolo, pour ce premier geste sur la question. Vous l'avez suivi, écoutez. Il ne s'agit clairement pas d'un semblant de rapprochement aujourd'hui, mais plutôt d'une démarche qui vise à réconcilier tous les Ivoiriens. Mais clairement, est-ce que dans ce contexte, il y a réellement nécessité de voir Guillaume Soro rentrer du côté de la Côte d'Ivoire, compte tenu de son implication dans les événements de 2010-2011. Aujourd'hui, patient parfait d'homme, au regard justement de son degré d'implication, est-ce que cela vous surprend de voir Laurent Gbagbo adopter ce genre de posture, en dépit de tout ce qu'il a subi jusqu'ici? Je retourne mes civilités à mon cher frère Okosisi Baba Nicolo. Écoutez, avec ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, oui, avec cette demande du président Gbagbo pour le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire et la libération de tous ceux qui sont encore détenus, parce il y a encore des prisonniers dans les geôles de M. Ouattara. Je pense au jeune Steve Biko qui a été enlevé depuis la Mauritanie, par exemple, et ils sont nombreux. Nous sommes face à deux styles d'hommes politiques. Nous sommes face à deux natures humaines. Nous sommes face à deux manières de percevoir la politique. Nous sommes face à deux attitudes. Nous sommes face à deux ADN. Il y a les gens qui pensent que la politique mène à tout, qu'il n'y a pas de morale en politique. Voilà. Le président Laurent Gbagbo nous démontre que non. Il y a aussi la morale en politique. D'un camp, nous avons quelqu'un qui n'agit qui n'a pour seule arme que la brutalité. La brutalité à tous les niveaux, la violence de manière permanente. C'est ça son mode opératoire. Broyer, violenter, violer, émasculer. Voilà le mode politique de M. Ouattara. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de ce geste. Laurent Gbagbo qui a toujours pensé, qui a toujours dit, qui a toujours exprimé que la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est l'art de convaincre ton vis-à-vis et non de le brimer. Il dit à haute intelligence, voir qui veut l'entendre, il dit, j'ai été chef d'État, je n'ai jamais emprisonné un opposant. Et là, Okosisi vient de nous dire quelque chose de fantastique, je peux ajouter des choses. Quand la mère de Ouattara décède, Gbagbo se déplace pour aller faire le deuil dans la maison de deuil de Ouattara. Il organise pratiquement un deuil national. La maman de Gbagbo est décédée. Alors que la CPI essayait de voir s'il fallait libérer le président, Laurent Gbagbo, pour aller dire adieu à sa mère pour la dernière fois, l'État ivoirien s'est opposé à cela. C'est deux principes politiques qui s'affrontent. Et si les Africains, si les Ivoiriens, du plus petit au plus grand, chacun ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, on comprendra bien que ce n'est pas seulement parce que Laurent veut s'attirer les faveurs de son côté, mais c'est un homme qui est resté fidèle à ses principes. C'est un homme qui
ne sait pas tenir le langage, j'allais dire, de la fourberie. Il dit ce qu'il pense. Et il pense ce qu'il dit. C'est une leçon que Laurent Gbagbo donne à tous, n'est-ce pas, les politiciens africains. Le cas de Soul to Soul, tout à l'heure, on a commencé à égrener un peu. Mais Soul to Soul reconnaît. C'est Laurent Gbagbo qui le nomme pratiquement comme diplomate. Mais cela n'a pas empêché Soul to Soul de souhaiter la mort de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, dans une nouvelle posture, il dit allez rendre visite à mon fils. Oui. Parce qu'il leur disait vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux, ça sera l'exil ou bien la prison. Et aujourd'hui, le temps lui donne raison. Le temps lui donne raison. C'est un homme, c'est-à-dire que quand on a beau ne pas aimer Laurent Gbagbo, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est un homme qui est resté fidèle à ses principes. Il n'a pas varié. Et là encore, politiquement, oui, moi je pense que là aussi c'est un acte politique. Quand on écoute le ministre Justin Koné-Katinan parler, il n'a pas oublié de dire qu'ils sont tous de Katiola. Oui. Parce que l'un des arguments qui a été utilisé pendant la crise post-électorale, c'était que Laurent Gbagbo n'aimait pas les gens du Nord, il n'aimait pas les boubous, il n'aimait pas les musulmans. Il n'aimait pas. Et c'est l'un des arguments, d'ailleurs, Argussi qui a accroché. Oui. Et les milices et mercenaires burkinabés, maliens et même un peu nigériens, pour venir défigurer complètement la Côte d'Ivoire avec ce message qui était vraiment une véritable escroquerie pour l'intelligence humaine. Parce que quand on dit que Laurent Gbagbo n'aime pas les boubous, on a montré plusieurs fois Laurent avec des boubous. Mais aujourd'hui, et les Burkinabés, et les Maliens, et les Nigériens, au vu de ce qu'ils voient, de la réalité du monstre qu'ils ont adoubé, aidé à aller défigurer la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont pire que des regrets. Et c'est ça. Et que penser du retour de Guillaume Soro qui est tout de même sollicité par le PPA Série de façon générale, du moins par le président Laurent Gbagbo, qui ne trouve pas d'objection à ce que Laurent Kikbafori Soro Guillaume rentre aujourd'hui pour rendre effectif le processus de réconciliation. Mais quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont affrontés. C'est le minimum qu'on puisse dire, autant pour moi. On ne se réconcilie pas s'il n'y a pas de problème. On se réconcilie parce qu'il y a des problèmes. Or, pour qu'on puisse se réconcilier, il faut que les acteurs de cette déchirure soient là. Oui. Qui se parlent. Et peut-être plus tard qu'ils puissent se pardonner. Et l'Afrique du Sud, excusez-moi, avait mis sur place un type, à mon sens, que toutes les formes de réconciliation doivent valider. D'abord, c'était la commission vérité. Il faut qu'on se dise des vérités. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que la Côte d'Ivoire en arrive là? Après que ce soit de la vérité, il faut qu'il y ait la justice. Et après cette justice-là donne des réparations. Il faut enfin qu'il y ait la réconciliation. Mais, malheureusement, le pouvoir ivoirien actuel, dirigé par le président Ouattara, sûr de son bouclier de l'impérialisme occidental, n'a pas eu cette intelligence des situations pour pouvoir se projeter dans l'avenir et saisir au rebond la perche de la réconciliation que lui tendait le président Laurent Gbagbo. Moi, j'avais dit sur notre plateau, quand le président Laurent Gbagbo avait été libéré, après que nous ayons mené une bataille homérique, n'est-ce pas, pour que cela soit possible, avec sa distance évidemment. J'avais dit, si j'avais été à la place de M. Ouattara, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pris mon avion, j'aurais débarqué directement à La Haye et j'aurais dit à tout le monde, on s'est trompé. Je me suis trompé. Mon frère, prends la place dans cet avion, on rentre, je te ramène triomphalement chez toi en Côte d'Ivoire. Et on déclenche le processus de réconciliation. Mais hélas, tous les hommes politiques n'ont pas la même grandeur d'esprit. Ils n'ont pas la même ambition pour leur peuple. Ils n'ont pas la même vision pour notre continent. C'est un continent qui a besoin de pardon et qui a besoin de réconciliation. Vous ne pouvez pas le faire en excluant certains. Vous ne pouvez pas le faire en embastillant certains. Vous ne pouvez pas le faire en interdisant à certains d'avoir aussi droit à la parole. C'est pour cela que, à mon sens, c'est une leçon
Pour de sortir politique, de rien. ils sont en train de chuter. Une leçon de politique, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble de cette Afrique qui est balafrée par les conflits, par les divisions, par les guerres. Et donc on se demande comment on peut faire pour que ce socle-là qui s'est émietté puisse reprendre corps, comme le mythe, n'est-ce pas, d'Osiris, Oui. avec sa sœur Néfertiti et le magicien Thoth. Je crois que toutes ces énergies-là, aujourd'hui, se retrouvent concentrées au sein d'un individu, le président Laurent Gbagbo. Merci à vous. Okosisi Baba Dikolo, est-ce que le retour de Laurent, ou du moins de Guillaume Kigbafori Soro, serait le facteur X de cette réconciliation tant attendue du côté de la Côte d'Ivoire? Alors, je salue l'intervention magistrale du doyen Parfait Ndong. Est-ce que votre micro est activé, Okosisi Baba Dikolo? Voilà. Oui, il est activé. Est-ce que vous me recevez? Parfaitement, allez-y. Je salue l'intervention magistrale de Parfait Ndong, qui connaît vraiment la politique ivoirienne et qui a apporté des éléments qui, ma foi, peuvent faire changer la vie de plus d'un sur le président Laurent Gbagbo, qui est resté intact, qui est resté authentique. Je tiens à le saluer, à saluer l'homme pour ce rappel. Aujourd'hui, est-ce que le retour de Soro Guillaume va enclencher ou bien doit faire partie du pilier de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Je vais vous répondre la main sur le cœur. Non. Ce qui va enclencher la réconciliation des Ivoiriens, c'est le départ de Ouattara. Pourquoi? Je m'explique. Vous venez de mettre une thématique qui parle d'un geste qui, ma foi, fait débat. Le président Laurent Gbagbo, qui instruit ses collaborateurs de visiter un fils qui s'est égaré, qui a permis de défigurer son propre pays. Et comme l'a dit Parfait, c'est un enseignement. La politique, il y a aussi la morale dedans. Il y a de l'humanisme. La politique, c'est une richesse. Henri Atangana l'avait dit. Il y a aussi un acte politique fort dans sa position. Aujourd'hui, il est dans une position d'opposant et il est à l'aise avec. En opposition, on fait des démarches pour que la population puisse voir le revers de l'attitude de l'autre. Soro Guillaume, en Côte d'Ivoire, ne fera pas enclencher la réconciliation. Parce que la réconciliation a un mur, ceux qui ont les armes et qui sont au pays, qui s'appelle Ouattara. C'est seulement le départ de Ouattara qui ouvrira la fermeture éclair de la réconciliation. Même si Soro Guillaume est dehors. Parce que vous avez compris que depuis cette crise, d'abord avec le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, en 2002, on lui a imposé cette guerre. Mais il a laissé toute sa planification pour la Côte d'Ivoire. Il a laissé tout son programme de gouvernement qu'il a amené au pouvoir, qu'il appelle la Refondation, pour arborer la chemise de ne pas laisser la Côte d'Ivoire divisée. Ils ont fait Marcoussi 1, Marcoussi ici, Clébert, tout ça là, qui demandait de l'énergie et du temps. Parce que le président Laurent Gbagbo voulait que la Côte d'Ivoire reste unie. Et il a gardé la Côte d'Ivoire unie, elle n'a pas été divisée. Chose dont Ouattara aujourd'hui se gargarise d'avoir amené la paix, qui est un mensonge et un leurre. L'acteur politique qu'il est, le responsable numéro 1 de la Côte d'Ivoire, il a entrepris des démarches jusqu'à ce qu'ils arrivent à un accord où Ouattara a bénéficié de l'article 48. C'est parce que l'homme est prédisposé et l'homme s'est disposé à cela. Où il y a eu Soro Guillaume qui rentre dans le gouvernement en tant que Premier ministre. Où Soro Guillaume, jusqu'après, avec Ouattara devient président de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est pas le gouvernement, a eu l'intelligence politique, l'adresse politique de mettre toutes ces balises-là. Ouattara, le peu qui pouvait faire la réconciliation. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait engager des milliards pour créer un comité réconciliation vérité qui doit confier à M. Bani, paix à son âme. Quand M. Bani a fini et qu'il a remis les résultats à Ouattara, on n'a pas eu la suite jusqu'à ce que M. meure. Beaucoup
de frères d'autres pays ont demandé à Ouattara de ce que les Ivoiriens doivent retourner. Le président Laurent Gbagbo, ses camarades Kofi Go du Togo et le doyen Bernard Bédadi ont fait une pétition pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Ils attendaient 20 millions de signatures, ils ont eu 26 millions de signatures. Donc avec des lustres, fils d'Afrique, J.J. Rawlings et Thabo Mbeki. Mais cette pétition n'a géré aucune personne à la communauté internationale pour que le président Gbagbo soit là. Ouattara, comme l'a dit tout à l'heure Parfait Ndom, quand le président Gbagbo est rentré, il s'est déplacé pour aller voir ce terroriste-là, Alassane Ouattara. Mais Ouattara a dit, il a témoigné de la bonté du président Gbagbo en disant que lorsque lui, sa mère, était malade, il se rappelle que Laurent Gbagbo est son frère. Parce que quand sa mère était malade, lui, Ouattara, il a bénéficié de la bonté du président Laurent Gbagbo qui a permis d'affréter un avion pour que sa mère soit déportée et être soignée pour lui. Mais le président Gbagbo lui a demandé quoi? L'élément que vous avez montré, le capsule a dit, Monsieur Kone Katina témoigne d'avoir été présent, où le président Gbagbo a demandé ces choses à Ouattara, jusqu'à présent, non. De son vivant, le président Henri Konan Bédié et lui ont visité Alassane Ouattara. Ils ont mis sur la table le tout des exécutifs, un débat national, une décrispation de la politique. Où en sont mes résultats? Donc, ce n'est pas Soro Guillaume l'individu, ni le président Gbagbo seulement l'individu, ni Charles Blé Goudé, ni tout, Maman Simon, ni tout le monde mis ensemble, rentrer en Côte d'Ivoire qui va faire la réconciliation. Non. La réconciliation, ce que je vous dis est un twist irréfragable. Parce que les Ivoiriens, comme vous les connaissez, c'est des gens qui prennent rien au sérieux. Si Ouattara quitte le pouvoir aujourd'hui, la réconciliation n'aura même pas besoin de se faire. Les Ivoiriens vont s'attraper, ils vont s'insulter, ils vont se pardonner et ça va passer. Selon qui va rentrer en Côte d'Ivoire, il y aura peut-être un moment de vérité, comme l'a dit le frère, où les Ivoiriens ont besoin de savoir qu'est-ce qui les a amenés à le faire. Mais si aujourd'hui, dans leur livre, Pourquoi j'étais rebelle, dans beaucoup de choses, ils l'ont dit. Selon qui on a ce témoignage, il a dit qu'il a tout fait pour Ouattara. Parce que les alibis qui sont présentés de Boubou n'ont pas donné la véracité qu'on attendait aujourd'hui. Camarades, l'entrée de Soro Guillaume contribuera à renaître, à faire renaître l'amertume dans le cœur des Ivoiriens. Mais ce n'est pas ça la clé de la réconciliation. La clé de la réconciliation, je vous le dis sans embâche, c'est le départ d'Alassane Dramane. Mot de fin, Aria Tangana, pour sortir de cette thématique. Oui, je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Alors, je disais, votre mot de fin sur le sujet pour Okosi Baba Dekolo. Oui. La réconciliation ne passe nécessairement pas par le retour aujourd'hui de Guillaume Kigbafori Soro, mais surtout, cette réconciliation passe par le départ du président actuel du pouvoir, Alassane Dramane Ouattara. Je suis tout très d'accord. Enfin, les analyses sont très très bonnes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une analyse politique, j'ai proposé une analyse politique, voire politicienne. Il y a eu une analyse humaine de mon frère Parfait Ndom et une analyse factuelle de mon frère Okosise Bobaniko. En fait, toutes ces analyses vont dans le même sens, exactement comme je disais, l'arrivée de monsieur Guillaume Soro. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, merci de me réfléchir avec moi, n'est pas un facteur indispensable, mais c'est un facteur nécessaire. Parce qu'il va permettre d'apporter un plus à M. Gbagbo. Mais M. Gbagbo, on le connaît en tant qu'homme. Il a du recul, il a de l'humanisme, et à son âge, avec son recul chez nous Africains, ce n'est pas quelqu'un qui va faire des rancunes. Non, quand vous êtes africain, que vous connaissez ce que c'est qu'un vrai patriarche africain qui a du recul, à son âge là, les rancunes lui servent à quoi? À rien. Ça c'est passé. Il va tourner ça dans le revers de la main pour faire les choses. C'est d'abord pour intrinsèquement sa nature. Mais c'est aussi la posture dans laquelle il est à cet âge, après les événements qu'il a connus. Il aurait pu faire pire, on peut analyser jusqu'à la fin comment il est parti du pouvoir, comment il a été lâché par les impérialistes. Si monsieur Gbagbo
était juste un pouvoiriste pur et dur, c'était pas difficile pour lui. Il prenait, il cédait tout aux impérialistes, comme M. Ouattara a fait. Pourquoi? C'est pas très difficile, hein? Si vous voulez rester au pouvoir et être protégé par les impérialistes, vous leur rendez le pays. Mais quand vous voyez déjà que les impérialistes n'aiment plus quelqu'un, c'est parce que cette personne pense déjà à l'intérêt de son peuple. Ça commence comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'est plus là. Mais quand vous pensez, allez, d'ailleurs, je ne vais pas revenir sur tout, hein, M. Ouattara, c'est son élection, son besoin de se représenter ou de faire plusieurs mandats. Tout ça est supporté par les impérialistes, parce qu'il fait l'affaire des impérialistes. Mais à côté de ça, il y a M. Gbagbo, Laurent Gbagbo, qui est d'abord un homme, qui a une certaine posture, une certaine intégrité, et qui a déjà du recul, de l'expérience. Donc, M. Soro, c'est bien, si ça vient, et c'est un fin politicien. Il sait que c'est un plus pour lui, ça c'est clair. C'est un plus pour lui. Et donc, il va mettre dans la même assiette tous ces aspects-là. Mais ça correspond évidemment à son personnage, c'est clair. Si c'était quelqu'un comme M. Ouattara, lui serait allé par la brutalité. Et la brutalité ne marche que quand tu as les moyens de ta brutalité, quand tu as les moyens de la violence. Mais ça, c'est des moyens qui sont parfois limités avec l'autre. Voilà, merci à vous, Henri Atangana. Sans transition, nous prenons à l'instant la deuxième thématique de ce soir, consacrée bien sûr à la présidentielle du côté de la Russie, avec notamment les Russes qui sont donc appelés aux urnes ce 15 mars 2024 et ce jusqu'au 17 mars prochain pour élire leur président. Sur la grille de départ, 4 candidats, parmi lesquels bien sûr le président sortant, Vladimir Poutine, un scrutin qui est donc scruté de très près, étant d'ailleurs le premier depuis le début de l'opération spéciale militaire russe du côté de l'Ukraine. Alors, comment ça se passe précisément sur le terrain? Quelle est l'ambiance dans certains bureaux de vote? De Moscou à Kherson, nous envoyons tout d'abord l'antenne du côté de Moscou, retrouver sur place nos envoyés spéciaux, aux côtés bien sûr de Sike Doumbé. Toujours en direct de Moscou, dans le cadre de cette élection présidentielle, on le rappelle, du 15 au 17 mars 2024, les Russes sont appelés aux urnes pour choisir celui-là qui va accéder à la magistrature suprême. Eh bien, ils sont 4 candidats, comme vous pouvez le voir tout juste derrière moi, tout juste à côté, le candidat Nikolai Kartinovov, voilà, j'ai bien prononcé. C'est un ancien candidat à la présidentielle également. Il représente le parti communiste. Juste à ses côtés, comme vous pouvez également le voir, c'est Leonid Slutsky, voilà aussi, qui est à la tête du parti libéral-démocrate du côté de la Russie. On a bien sûr le président sortant, le président Vladimir Poutine, aussi, qui est candidat à cette élection présidentielle. Et enfin, on le présente d'ailleurs comme le plus jeune des candidats. C'est un homme d'affaires. Lui, c'est Leonid Vastislav Davakov, voilà, qui est le 4e candidat de cette présidentielle. Ils sont donc 4 candidats, comme vous pouvez le voir. Alors, lorsqu'ils arrivent, ils vont simplement prendre leur bulletin, s'enregistrer, que ce soit de manière électronique ou alors de manière classique. Ils vont choisir celui-là qui va, en tout cas, celui-là qui, selon eux, pourra diriger ou continuer à diriger le pays. Ce qu'on observe, c'est la quiétude. On voit que tout se passe ou alors tout se déroule bien dans les différents bureaux de vote. Il n'y a pas d'incident relevé pour le moment. On rappelle également qu'on a enregistré l'arrivée ou alors la présence de plusieurs observateurs internationaux et précisément les observateurs africains qui se sentent concernés par cette élection présidentielle. En direct de Moscou, For You Media Africa. Merci à vous, Sike Doumbé. Et parlons justement de ces nombreux observateurs internationaux, précisément africains, présents du côté de la Russie pour cette présidentielle. Du côté de la région de Kherson, nous retrouvons Ezekiel Kanagi Mouté, qui est bien sûr observateur international, venu du Kenya pour suivre de près donc cette présidentielle. Alors, comment ça se passe précisément du côté de la région de Kherson? Je veux dire, c'est le premier jour, donc nous observons encore. Mais ce que nous avons rassemblé, c'est que tout d'abord, le processus électoral se déroule très bien car ils ont ouvert à temps.
Il y avait une affluence assez importante et nous sommes en fait très étonnés car il y a des options disponibles, donc voter physiquement et voter en ligne. Mais ensuite, nous avons constaté une bonne affluence et nous en sommes heureux. Donc, nous observons simplement pour voir comment les processus se termineront ou comment tout le processus se déroulera. Réaction à chaud sur la présidentielle du côté de la Russie. Nous ne sommes absolument pas surpris que cela intéresse de très près le bloc occidental, qui scrute de très près ce qui pourrait, ou du moins l'évolution de la situation de ce côté, si effectivement le président russe sera réélu. Mais selon les premières tendances, forcément, il bénéficierait, je préfère rester au conditionnel, bien sûr, de la faveur de ces nombreux Russes qui se sont rendus aux urnes dès ce premier jour de vote. Vous l'avez vu du côté de Moscou, tous les bureaux de vote étaient donc ouverts. Il y avait cette affluence, a également rassuré cet observateur international venu du Kenya. Alors tout d'abord, votre première réaction à chaud sur cette présidentielle qui se tient du côté de la Russie dans un contexte, celui que vous connaissez, un contexte géopolitique mondial particulier en pleine opération spéciale militaire russe du côté de l'Ukraine. Oui, très belle opération. Votre micro est désactivé, Henri Tangana. Non, il est activé. Ah oui, voilà, merci. Il est activé, allez-y. Ouais, il y a eu juste un petit retard de son. Non, c'est une très belle opération. D'ailleurs, il faut remarquer l'opération de communication. C'est-à-dire que dans cette élection, nous avons des observateurs africains. Je vais vous demander si vous avez des observateurs africains dans une élection en France, ou aux États-Unis, ou dans un autre pays européen. Vous avez déjà vu des observateurs africains. Et ça, la rupture de contexte géopolitique tel que Vladimir Poutine le souhaite. Un monde multilatéral où les États se regardent d'égal à égal, non plus avec des airs de supériorité des uns vis-à-vis des autres. C'est le monde qui nous est proposé par l'unilatéralisme atlantiste. Voilà, c'est la première chose qui est frappante. La deuxième chose, c'est justement que tout le monde atlantiste regarde, parce que c'est une rupture avec ce qui s'est passé. En réalité, ce sera soit on aura la même rupture qu'après la Première Guerre mondiale, un bouleversement mondial, et un bouleversement mondial après la Seconde Guerre mondiale, et nous avons un bouleversement mondial là, qui peut se passer avec ou sans guerre, dont les prémices sont l'Ukraine. Le conflit en Ukraine peut basculer en guerre, mais c'est sûr, nous sommes à l'orée d'un basculement mondial. Et c'est la raison pour laquelle le monde entier observe et le monde atlantiste espère que ce ne soit pas Vladimir Poutine, parce qu'il est porteur de ce projet multilatéraliste, il préfère autre chose, et l'autre partie du monde non atlantiste espère que ce soit Vladimir Poutine, c'est-à-dire la plus grande partie de l'humanité aujourd'hui, même si on ne le dit pas. Ça, c'est ma première impression comme ça, à chaud sur cette élection. Au quotidien, Nicolo, forcément une réaction également sur la présence de nombreux observateurs africains. Et oui, ça relève quand même de quelque chose d'assez important, d'inédit, qu'il faudrait souligner ce soir dans le cadre de cette émission. Du point sur l'actualité, vous avez suivi le parallèle que Henri Tangana a fait avec certaines élections qui se déroulent dans d'autres pays où parfois on cherche à tout faire sans véritablement intéresser le continent africain. Mais la Russie, cette fois, le fait. La présence, est-ce que vous également vous saluez la présence de ces nombreux observateurs africains, comme le premier secrétaire du PUS d'ailleurs l'a fait dans une interview accordée à nos confrères du média russe Sputnik. Il dit ceci: les observateurs africains à cette présidentielle russe rentreront certainement satisfaits de ce qu'ils auront vu du côté de la Russie. Alors, ce qu'il faut saluer, c'est d'abord, ils ont pris la peine, eux-mêmes les Russes, les médias russes, dans leur communication, à la veille de ces élections, d'informer le monde qu'il y aura des observateurs africains. Ça, il faut le saluer. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes sur des médias africains. Nous avons une côte africaine d'abord, avant d'être regardés par ceux qui combattent le panafricanisme, c'est-à-dire les impérialistes. Que nous asseyons entre nous pour faire de la sorcellerie, de la confrérie, moi, le doyen Henri Tangana, le doyen parfait d'homme et toi,
On pourrait dire que c'est entre eux, donc ils se lancent des fleurs. Non. Eux-mêmes, ils ont pris la peine d'informer les Russes, d'informer la communauté des BRICS, d'informer le monde entier et d'informer tous les affairistes qui les combattent, ceux de l'OTAN, que nos élections, nous, les dictateurs, pour vous, nous avons invité nos amis, les Africains, lesquels nous respectent et réciproquement nous respectent. Lesquels s'engagent aujourd'hui dans ce monde bipolaire avec nous. Lesquels le président Poutine a pris soin lorsqu'il a invité ses pairs africains, tout récemment, a pris la peine de les recevoir l'un après l'autre. Arrêtez. Le président Poutine, lorsqu'il a invité les Africains, n'a pas fait de protocole comme les gens qu'on dit France-Afrique, Italie-Afrique, Belgique-Afrique. Non, il a pris la peine de s'arrêter et de saluer chaque président. De lui dire, tu es le bienvenu. C'est ça qu'il faut saluer. C'est-à-dire le respect et la place qu'il a donnée aux observateurs africains. Vous voyez, les autres élections, comme le disait Henri, il disait très bien, vous savez si vous avez vu un Africain qu'on a intéressé. Même les Sud-Africains n'étaient pas les bienvenus. Parce que pour nous, c'est eux qui nous apprennent tout. Et pour eux, nous sommes des boys. Donc, ce n'est pas important. Que dira les médias africains de notre élection? En quoi ça les concerne? Quelle valeur ça aura? Mais la Russie a pris la peine de communiquer que ces élections, nous allons avoir des observateurs internationaux. Et parmi ces observateurs, il y a notre ami les Noirs d'Afrique. C'est ça que je salue. Quand je finis de dire ça, vous voyez l'affiche que vous avez montré notre envoyé spécial Psyché. Les noms sont écrits en russe. Il n'y a pas de tradition française, il n'y a pas de tradition anglaise, il n'y a pas d'autre tradition. Tout est écrit en lettres russes. C'est pour affirmer leur souveraineté. Si ça t'intéresse, il faut apprendre à parler russe. Pour traduire. Si ça ne t'intéresse pas, il s'agit de notre élection, nous. Notre élection. Il s'agit de nous, les Russes d'abord. Ils n'ont pas mis le nom de Poutine même en français pour que nous on puisse lire. Ils n'ont même pas mis quelque chose en français, c'est écrit en russe. Ça, c'est le deuxième constat. Quand un pays est souverain, un pays s'affirme, et un pays sait où il va, c'est comme ça qu'il se compte. Donc, voilà les deux choses sur lesquelles je voulais revenir pour dire que nous sommes contents que des Blancs, parce que les Poutines, c'est des Blancs, nous mettent sur les mêmes pieds d'égalité qu'eux. Pour que demain, nous, à nos élections, quand ils vont venir, on puisse écouter leurs critiques. Ce que nous allons critiquer, c'est ce qui se passe. Même si nous soutenons Poutine, nous allons critiquer ce qui se passe là-bas. Pour qu'au retour, on puisse vraiment donner de la valeur à ces élections. Et je souhaite bon vent au président Poutine, qui naturellement, pour ce qu'il fait pour son pays, pour le patriotisme, pour l'humanité, de rejeter tout ce qui est sale, comme l'homosexualité et patati et patata, le fait que agrandir l'ex-URSS qui est la Russie. Bravo pour ces élections et vraiment merci pour eux de nous avoir intéressés en tant qu'Africains. Et merci aussi à toi d'avoir abordé ce sujet parce que les Africains ont besoin quand même de ce genre de thématiques pour que nous puissions comprendre que le soft power vient de partout. Voilà. Merci à vous, Kosisi Baba Nicolo, pour sortir de la thématique. Patient parfait d'homme, peut-être à 1 minute, voire 2 minutes. Votre réaction également par rapport à la présence massive de ces observateurs internationaux, particulièrement africains, qui participent à cette présidentielle du côté de la Russie. Sera-t-il réélu, le président russe? Les tendances sont plutôt favorables jusqu'ici. C'est vrai que c'est difficile de se prononcer d'entrée. On préfère rester bien sûr au conditionnel. Mais au cas où il serait réélu, quelles seraient les implications sur l'avènement inéluctable de ce monde multipolaire qui se dessine clairement aujourd'hui? Je pense qu'il n'y aura pas de suspense là. Ouais. Le président Poutine. Il n'y a pas de suspense pour vous. Il sera réélu. Il sera réélu parce qu'il a un bilan qui parle pour lui. Oui.
Il a un bilan économique, alors que tout le monde prédisait cette économie russe qui devait être après les sanctions de l'Union européenne, ainsi de suite. Mais au contraire, c'est l'inverse qui se produit. Elle se porte nettement mieux. Et elle travaille pour les Russes. Il faut voir comment certaines sociétés, même occidentales, qui avaient tenté d'appliquer ces sanctions, certaines sont encore au port de la Russie pour essayer de faire la manche aujourd'hui. C'est vous dire que sur ce point-là, il a gagné. Sur le plan aussi du prestige de la Russie, elle est revenue au premier plan, n'est-ce pas? Sur le plan international, son influence va grandissante. Mais cette élection pose résout deux problèmes. Le premier problème, c'est que avec la participation des observateurs africains, ce ne sont plus les médias mainstream qui vont nous dire ce qui s'est passé en Russie au cours de cette élection. D'ailleurs, nous voyons la sortie du premier secrétaire du PURS. Les observateurs africains à la présidentielle russe rentreront satisfaits de ce qu'ils ont vu. Il s'est exprimé en revenant sur une phrase. À une époque où le monde se veut un monde multipolaire, nous avons l'obligation de savoir ce qui se passe, sans toutefois attendre qu'on nous dise ce qui se passe. Il y a cette désinformation croissante qui est aujourd'hui utilisée comme un véritable levier de manipulation. Fin de citation. Les propos de Serge Espoir Batomba, présent d'ailleurs du côté de Moscou. Bon, voilà. Donc, nous sommes là dans une partie d'échec et le président Poutine et la Russie, sur le plan stratégique, ont pris de l'avance. Ils ont coupé l'herbe sous le pied de ces médias mainstream qui avaient tendance à nous dire comment c'était passé, comment c'est la catastrophe, comment l'influence était nulle, etc. C'est une véritable dictature qui ne dit pas son nom. Là, maintenant, les observateurs africains sont sur le terrain. Et c'est eux-mêmes, maintenant, de leurs propres yeux, qui voient comment ça se passe et qui seront capables de nous faire des rapports comme cet avant-goût que le président de PUC, Serge Espoir Batomba, vient de nous faire parvenir. Mais mieux encore, du point de vue de la symbolique, la Russie veut démontrer qu'il faudra compter avec l'Afrique demain. Il n'y aura pas de monde multipolaire sans le continent africain. D'où cette ouverture qui fait, n'est-ce pas, à la jeunesse africaine, de voir de leurs propres yeux, dire comment cette évolution, comment cette dynamique, n'est-ce pas, qui va participer à la création de ce monde multipolaire est en train, n'est-ce pas, de prendre corps. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'elle ne se met pas dans une position de condescendance, comme l'Occident a l'habitude, n'est-ce pas, de nous montrer en termes de visage. Ce sont eux, les Occidentaux, qui se pressent, n'est-ce pas, les observateurs de l'Union européenne pour venir certifier nos élections. N'est-ce pas? Oui, c'était bon, ce n'était pas bon. Mais nous, justement, je crois que c'est Henri Ati qui le disait, on n'a jamais vu des observateurs africains aller aussi regarder comment se passent les élections et donner aussi des satisfecit au nom de ces élections là-bas, en Occident. Donc vous voyez, c'est-à-dire, ils se mettent dans une posture de donneur de leçons, de ceux qui certifient, de ceux qui valident, de ceux qui sont habilités à pouvoir donner une note, etc. etc. Vladimir Poutine revient et dit aux Africains, vous avez la parole, vous avez votre mot à dire, votre regard, vos remarques, vos sanctions, du point de vue de ce que vous avez vu, compte. Et nous, les Russes, nous serons prêts à les prendre en compte. C'est ce qu'il faudrait comprendre par cette participation massive des observateurs africains. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux. Il n'y a plus des seigneurs, il n'y a plus des gendarmes du monde, il n'y a plus ceux qui pensent que c'est eux qui détiennent la science infuse, n'est-ce pas, en termes de la morale humaine. Tout le monde est au même niveau, nos portes sont ouvertes. Nous vous considérons au même titre que nous, comme des êtres humains de même niveau d'égalité que nous sur cette planète Terre, et nous pensons que votre regard, vos avis doivent être pris en compte exactement comme les autres tentent de nous le faire croire sur la place internationale. C'est une gifle vis-à-vis de l'Occident, c'est une gifle vis-à-vis de l'Europe qui n'a jamais considéré l'Afrique, qui n'a jamais considéré les évolutions africaines comme des évolutions probantes. Donc, c'est à eux aujourd'hui, ce pied de nez-là qui leur est fait par Poutine une fois de plus, c'est que ce qui se passe avec cette élection au niveau de la Russie, ce ne sont plus les médias occidentaux qui vont nous compter, n'est-ce pas, cette brillante initiative russe, ce sont les télévisions africaines, avec les observateurs africains eux-mêmes qui diront cette vérité-là au peuple africain. Et c'est ça le plus. C'est un revirement incroyable, c'est une avancée
notable dans, n'est-ce pas, cette nouvelle géopolitique mondiale. Merci à vous, patient. Parfait d'homme. Une fois de plus, merci également à vous, Henri Atangana. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. C'est allé très très vite. Henri Atangana, journaliste, Oko Sisi Baba Dikolo, qui nous a également prêté, ou du moins qui s'est également prêté à cet exercice, nouvel exercice du vendredi soir sur des antennes For You Media Africa, malgré bien sûr votre agenda très chargé. Merci pour cette intervention, Oko Sisi Baba Dikolo. Portez-vous bien, très chers messieurs. On ne saurait terminer cette émission sans toutefois nous remercier nos nombreux téléspectateurs, ou du moins auditeurs pour ceux qui nous prennent bien sûr en relais sur la 96.3 FM, et toutes nos excuses à nos nombreux auditeurs, ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct sur Facebook ou encore sur YouTube. Ce n'est que partie remise. Juste après l'émission, elle sera bien sûr diffusée sur toutes nos plateformes numériques. Vous pourrez donc suivre votre émission, le point sur l'actualité, la dernière édition de cette semaine. Merci à la grande équipe de la réalisation, portez-vous bien. Très bon début de week-end à tous.